12 mars 2018, nous entrons déjà dans la 11e semaine de l'année et nous sommes d'ailleurs au 11e jour de cette année 2018. Merci d'être avec nous pour le grand rendez-vous. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Dans le grand rendez-vous ce soir, Monde Agricole reçoit Patrick Alabi, géophysicien, pour parler de l'infertilité des sols. Des alternatives existent. Nous aurons comme expert Fulgence Sawangonou, coach en leadership parental, pour nous parler des enfants, l'épanouissement des enfants, que faire face à leur démotivation. Nature et bien-être reçoit Flavien Dovenou, environnementaliste. Avec lui, on va parler des forages artésiens, les avantages et les inconvénients. Nature et bien-être, c'est donc cela. Après cela, nous allons recevoir sur ce plateau Agnat Bello et Elodie Akotosode. Elle est fondatrice Women Aid Tech pour parler de femmes et du numérique. Que retenir? C'est donc le menu du grand rendez-vous ce soir. Nous allons tout de suite recevoir ici même Nadège Sani pour le menu du journal. Nadège, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Alandé. C'est un plaisir de vous retrouver sur le grand rendez-vous ce soir. Eh oui, et vous êtes toute rayonnante d'ailleurs, et bon, je dirais même à l'accoutumée. Alors, au menu du 1945, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci, heureuse. Le 1945 de ce lundi s'intéresse à la géotechnique. C'est une branche du génie civil qui s'occupe de la qualité des ouvrages d'art solide, des routes et des bâtiments bien construits. Une nouvelle décision relative à l'utilisation du système de vidéosurveillance dans les systèmes financiers publics et privés a été prise par le gouvernement. La CCIB a organisé une séance d'information à l'endroit des opérateurs économiques sur le sujet. La commercialisation de l'eau minérale est une activité rentable pour bon nombre de revendeurs. Une équipe de la rédaction est allée à leur rencontre. On découvre le reportage à 19h45. Merci donc à vous, Nadège Sani. On se retrouve tout à l'heure donc pour le 19h45. Mais avec vous, mesdames et messieurs, on reste ensemble pour recevoir Estelle Pazou et son invité dans Monde Agricole. Infertilité des sols, des alternatives existent. On va en parler donc avec le radiophysicien Patrick Alabi, mais après avoir suivi ce reportage réalisé par Koudous Abdoulaye. Elle suscite inquiétude au Bénin. La faible productivité des sols pourrait influencer la sécurité alimentaire. Selon une étude réalisée par l'Institut national de recherche agricole INRAB, les signaux sont au rouge dans certains départements. La Liborie est en tête avec seulement 3% des sols ayant un bon niveau de fertilité,
contre 91% des sols de fertilité très faible. Dans le Borgou, 2% des sols sont fertiles contre 93% des sols de fertilité très faible. Dans le Zou, 91% des sols ont un niveau de fertilité très faible contre 4% des sols fertiles. Les sols béninois s'appauvrissent et l'agriculture conventionnelle est pointée du doigt. Au Bénin spécialement, l'agriculture conventionnelle est caractérisée par l'agriculture itinérante sur brûlis qui détruit la flore, la matière organique du sol et même les organismes vivants du sol. Également la monoculture et l'absence rigoureuse d'assolement et de rotation. Alors dans notre pays, le Bénin, ces pratiques sont les causes essentielles du niveau de dégradation de nos sols ici. Il faut changer les pratiques pour inverser la tendance. Avec l'utilisation des engrais, on a tendance à croire que donc on a quelques rendements obtenus qui sont un peu améliorés, mais avec le rythme de dégradation. Regardez dans la Liborie. Dans la Liborie, 91% des sols sont dégradés. Donc, la sécurité alimentaire sera menacée si rien n'est fait. Donc, il faut que le producteur soit formé et appliquer les mesures de gestion durable des sols. Une gestion durable des sols pour renforcer la sécurité alimentaire au Bénin. Et on retrouve Patrick Alabi, radiophysicien, comme je le disais, et Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Une nouvelle semaine qui démarre avec certainement de nouveaux défis. Absolument, on a toujours des défis à relever chaque semaine et au quotidien ici sur BB24. Et l'un des premiers défis, c'est d'avoir son invité. C'est de faire sa rubrique surtout. N'est-ce pas? Et je crois que vous l'avez relevé, d'autant plus que vous avez votre invité avec vous, le radiophysicien Patrick Alabi. Merci d'être avec nous ce soir. C'est à moi de vous remercier. Bonsoir. Le week-end, ça s'est bien passé, la semaine a bien démarré. Très bien, on rend grâce. N'est-ce pas? Alors, on parle de l'infertilité des sols. Oui, heureuse. La dernière fois sur le plateau, on avait abordé la question de l'agriculture conventionnelle pour dire ce qu'elle est par rapport à l'agriculture traditionnelle et l'agriculture écologique. Aujourd'hui, on parle surtout de l'infertilité des sols, des alternatives qu'il faut mettre en place pour inverser la tendance. Alors, Monsieur Patrick Alabi, quelles sont aujourd'hui les solutions pour aller vers l'agriculture de demain? Merci, Madame Estelle. D'abord, je voudrais revenir donc ça va étonner les téléspectateurs, n'est-ce pas, donc de voir un radiophysicien venir parler donc de l'agriculture, surtout de l'agriculture conventionnelle, de l'agriculture traditionnelle, de l'agriculture écologique, puis aussi donc des alternatives qui existent. Je veux juste vous dire que le sol est devenu pour moi une passion. Une passion surtout parce que la terre est ce que les hommes ont comme héritage. La terre peut certainement va encore exister. Le problème, c'est de savoir est-ce que les humains sont prêts à continuer à vivre sur la terre. Et donc, qu'est-ce qui vous fait poser cette question? Ce qui me fait poser cette question, c'est le comportement des humains. C'est notre comportement, le comportement des hommes. Nous nous comportons avec la nature comme si elle est dotée de ressources inépuisables, qui ne finissent pas. Et donc, c'est là où il y a un enseignement qui m'a touché, qui est quoi? C'est l'enseignement qui consiste à nous apprendre à savoir comment prendre. Le problème donc des humains, c'est que nous avons laissé le comment. Et nous avons pris de manière grossière et égoïste, comme si ça ne finit pas. Et aujourd'hui, la terre en souffre. Et aujourd'hui, nous sommes comportés de la même manière vers la terre. Et quand on prend l'agriculture conventionnelle, l'agriculture traditionnelle, bien sûr que nos aïeux, nos ancêtres avaient quelques réflexions sur la pérennisation, n'est-ce pas, donc de cette richesse, c'est-à-dire de la flore et de la faune. Mais il faut quand même remarquer que depuis quelques décennies, n'est-ce pas, ça a changé. Et donc, c'est devenu ma passion, parce que je me dis, il faut faire en sorte que l'homme puisse continuer à vivre sur la terre.
Maintenant, pour répondre à la question que vous avez posée, c'est pour pouvoir parler des alternatives, je voudrais qu'on rappelle, n'est-ce pas, les composantes du sol. Parce que c'est à partir des composantes qu'il faut comprendre comment maintenant aller à une agriculture de conservation. Et par rapport aux composantes du sol, il y a eu un invité avant moi qui avait parlé, M. Fimé Amadi, qui a parlé donc des 4 composantes du sol, à savoir la matière minérale, la matière organique, l'eau et l'air. La matière minérale, pour un équilibre de l'écosystème, la matière minérale doit être de l'ordre de 45%. L'eau, de l'ordre de 25%. L'air, de l'ordre de 25%. Et donc la matière organique, de l'ordre de 5%. Le problème est quoi? Est qu'au fil des années, nous avons eu des pratiques. Depuis, bien sûr, l'agriculture traditionnelle en passant par l'agriculture conventionnelle, nous avons eu donc des pratiques qui ont détruit certaines de ces composantes dans le sol. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, lorsque nous parlons donc de l'infertilité du sol, nous devons savoir, mais quelle est la composante qui manque au sol? Et qui provoque cette infertilité? Et qui provoque cette incomposance. Est-ce que c'est une seule de ces 4 composantes? Est-ce que c'est plusieurs composantes? Parce qu'on a des sols où il n'y a pas la matière organique, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'air. Donc, il faut apporter en même temps la matière organique, faire en sorte que l'eau puisse rester et pénétrer donc ce sol et ainsi l'air pourra circuler. C'est après cela donc qu'on pourra dire oui, nous avons un sol qui est redevenu fertile, en tout cas où on peut semer et avoir un bon rendement. Donc voilà. Ceci rappelé, je voudrais dire que de façon ramassée, je dois dire tout simplement qu'il faut qu'on aille à l'agriculture de conservation. Mais avant même de parler de la solution à trouver, quelles sont ces composantes-là lorsqu'on prend, on parle de l'infertilité en général des sols, quelles sont ces composantes qui manquent à nos sols? La composante qui manque le plus aujourd'hui, c'est la matière organique, c'est-à-dire donc que ce soit des feuilles, des débris végétaux ou animaux, les vers, les insectes, les petits insectes qui décomposent les feuilles et qui permettent donc au sol d'avoir donc ce fumier-là, donc ça manque. Okay. Et donc la matière organique, il faut forcément la préserver. Mais pendant des années, comme je le disais, on a eu des pratiques comme les feuilles de brousse, comme la monoculture. Qui ont agi sur cette matière-là. La monoculture sur brûlis, et donc qui ont agi et qui, la mauvaise gestion des résidus de récolte et de défriche, qui ont fait que vous ne pouvez pas détruire tout le temps avec les feuilles de brousse, n'est-ce pas, tout le temps la matière organique, et puis dire, vous l'aurez toujours là, ce n'est pas possible. Avec, quand nous prenons l'agriculture conventionnelle, c'est avec, vous le savez aujourd'hui, surtout ça s'est accentué depuis 5 ans. Avec quoi? Les herbicides. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ou bien pour permettre une fertilité des sols? D'abord, il faut protéger les sols qui sont encore en bon état. Comment protéger ces sols-là? Il y a des mesures de protection. Lesquelles? Renseigner donc les producteurs qui veulent aller à l'agriculture sur ces sols-là, les nouvelles mesures de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique. Oui, justement, quelles sont ces nouvelles mesures, monsieur Alabi? Pour aller donc à ces nouvelles mesures aussi, même si vous voulez protéger, parce que vous avez vu l'élément qui est passé avant, il y a un très pourcentage de sols encore fertiles. On ne peut pas protéger 1%, 3%, 4% de sols et demander à toute notre population, surtout les producteurs, donc, de rester là. Il faut réhabiliter les sols qui sont déjà pauvres ou dégradés. Pour les réhabiliter, j'ai dit, il faut qu'on aille donc à l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation consiste à faire quoi? À apporter à la terre ce qui lui manque, à apporter les plantes améliorantes, les plantes qui sont des plantes qui fertilisent le sol. Je vais vous donner l'exemple de quelques plantes rapidement qui sont le mukuna. Le mukuna qui est un miracle de Dieu. Mukuna, pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que cette plante existe au Bénin? Oui, l'INRAB fait la promotion de cette plante-là depuis 25 ou 30 ans. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que le mukuna.
je voudrais insister sur le mukuna pour tout simplement à cause des avantages qu'on tire par rapport au mukuna. Il n'y a pas que le mukuna, il y a le pois d'Angola, vous le connaissez. Il n'y a pas que le pois d'Angola, il y a, n'est-ce pas, le soja, il y a le niébé, qu'on appelle communément haricot, donc le niébé. Il y a aussi d'autres plantes qui ont été introduites comme certains l'appellent achinomène, d'autres prononcent le S et disent aschinomène. Il y a aussi des plantes locales qui sont connues. Il y a, vous connaissez par exemple, vous aimez tous notre condiment là qu'on appelle enfant, bon, je ne vais pas. Allez-y. Affinity, n'est-ce pas? La moutarde, la moutarde, n'est-ce pas? L'arbre qu'on appelle le néré, ou parfois le nété, n'est-ce pas? C'est une plante améliorante. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre ces plants-là en terre? Oui, comment faut-il faire usage de toutes ces plantes pour permettre au sol une fertilité? Est-ce qu'il suffit juste de les planter ou bien il y a d'autres techniques pour arriver à la fertilité des sols? Oui, quand on parle de mesures, c'est que chaque mesure a son itinéraire technique. D'accord. Et donc, il faut être renseigné sur l'itinéraire technique de la façon dont on peut mettre la plante en place. Quand je prends le mukuna, il y a deux façons de le mettre. Lorsque le sol est très pauvre, il faut d'abord le mettre en pur pendant cette saison. Le mettre comment? En pur. C'est-à-dire mettre que le mukuna sur ce sol. D'accord. En pur. Les feuilles là où planter. Semer le mukuna. D'accord. Et on ne va pas rentrer dans les détails de comment on sème. Le mukuna, c'est quoi? C'est un petit arbre ou bien c'est grand comme le néré? Je vais alors... C'est le nom scientifique qui est le mukuna. Oui, chez nous, il y a beaucoup de noms déjà qui existent donc, dans nos différentes langues, où on appelle encore quelque part Wantapakun, Aïtcheji, etc. Le nom varie selon les venus, mais de toute manière, la plupart des producteurs aujourd'hui dans les 18 communes qu'intervient, n'est-ce pas, le projet ProSol, connaissent le mukuna. Mais je dis, le mukuna, c'est une plante. Quand je parle de plantes améliorantes, il y en a qui sont sous forme d'herbe et il y en a qui sont sous forme d'arbres. Même s'ils ne sont pas trop grands, il y en a qui sont aussi quand même assez grands. Et donc, quand je parle du mukuna, c'est une plante légumineuse, c'est une plante améliorante, une légumineuse. Herbacée et qui pousse et qui développe une grande biomasse. C'est-à-dire que vous avez un sol qui est pauvre en matière organique. Donc le mukuna, avec sa biomasse qu'il développe, permet donc d'apporter la matière organique qui manque à votre sol. Si vous voulez, c'est juste un engrais naturel. Qu'est-ce que ça veut dire une légumineuse? Une légumineuse, parce que le mukuna et toutes les légumineuses ont cette vertu, de capter l'azote dans l'air et de le donner donc au sol. Si je plante le mukuna par exemple pour fertiliser mon sol, je dois attendre combien de temps pour vraiment bénéficier des bienfaits que cette plante-là apporte à la terre? Voilà. Vous pouvez donc mettre le mukuna cette saison et la saison prochaine donc déjà mettre du maïs si vous voulez, là où vous aviez mis du mukuna. Mais lorsque vous voulez en bénéficier longtemps, vous pouvez mettre le mukuna en association aussi, surtout en association avec le maïs. Dans ce cas, il faut voir l'état d'infertilité ou si vous voulez l'état de propriété donc, de votre sol. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Si vous semez d'abord votre maïs, et lorsque le maïs a commencé déjà à terminer la floraison et a commencé par porter des épis, et que les épis, on peut déjà donc les bouillir et manger comme on aime tellement, n'est-ce pas? Pendant ce temps, vous semez donc le mukuna dans le maïs. Dans ce cas, qu'est-ce que vous avez? Vous apportez en même temps la matière organique qu'il faut à votre sol et le mukuna qui est une plante légumineuse qui apporte aussi l'azote, mais en même temps ce mukuna-là vous aide également à garder et à conserver l'humidité. 3, vous n'avez plus à sacler. Aujourd'hui, c'est aussi un problème que les gens ont. Pourquoi vont-ils aux produits pour contrôler les mauvaises herbes? Les herbes. Les herbicides. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus, n'est-ce pas, donc la main-d'œuvre pour sacler. Non seulement la main-d'œuvre, il faut payer. Il faut payer. Même quand on en a, il faut payer. Donc, alors, il y a des plantes qui nous aident à contrôler donc les mauvaises herbes,
comme le poids d'Angole. Non seulement ils apportent la matière organique et de l'azote au sol, mais également lutte permet donc de contrôler, n'est-ce pas, les mauvaises herbes. Et aujourd'hui, toutes ces mesures-là, oui, parce qu'on est vraiment pris par le oui, temps, toutes ces mesures-là, alors, comment vous faites pour les vulgariser? Parce qu'il faut bien que ces acteurs-là qui sont au contact de la terre soient en mesure de mettre ce que vous dites là en pratique. Mais comment faut-il y arriver aujourd'hui? Oui, d'accord. Si, c'est vrai, on est limité dans le temps. Vraiment, je comprends, mais je vais aller un peu plus rapide. Pourquoi je parle de l'agriculture de conservation? Juste, tout simplement, 4 phrases. La première, c'est une agriculture. 4 phrases, c'est trop. C'est une agriculture qui permet donc, n'est-ce pas, de conserver le sol. Et pour cela, il faut quoi? Une perturbation minimale du sol. Parce que nous avons constaté qu'avec l'agriculture conventionnelle, on utilise donc, on a affaire à des engins lourds. Il faut donc une perturbation minimale du sol. 2, il faut une rotation, ne plus rester sur la seule culture, le coton, ou bien le maïs. Le coton, par exemple, ok. N'est-ce pas? Non, je ne reste pas que sur le coton, sinon les gens du coton m'ont dit je suis en train de les attaquer. Donc, le maïs, etc. Ou l'iam. Donc, il faut changer de culture. Il faut associer une légumineuse. J'ai déjà expliqué ce que c'est qu'une légumineuse, n'est-ce pas? Et donc, il faut aussi faire la bonne gestion des résidus de récolte et de défriche. Voilà, n'est-ce pas? Je crois d'ailleurs, que, je ne sais pas Estelle, est-ce que demain vous pouvez revenir, vous ne pouvez pas revenir sur le sujet? C'est intéressant, mais là, il y a d'autres invités qui attendent et on ne va pas... Oui, mais si vous permettez une phrase avant... Vous avez toujours des phrases. La dernière, vous avez dit, c'est par rapport donc à l'initiative qu'on appelle Sol Mobile, qui consiste donc à passer de village en village dans 18 communes du Bénin, des départements du Zou, des collines, du Bagou et de la Libori. Et le scénario consiste donc à expliquer aux producteurs les composants qui constituent le sol, l'équilibre écosystémique du sol, et puis maintenant les conséquences quand l'équilibre est rompu, et les solutions qu'on apporte. D'accord. On y reviendra. Voilà, mon mot de remerciement de fin. Le mot de fin. Vous aurez largement le temps de remercier. Non, merci beaucoup, monsieur Patrick Alabi, radiophysicien, qui nous donnait les astuces et les alternatives pour rendre nos sols plus fertiles. Et notre souhait, c'est que ces alternatives ne soient pas remises en cause dans les années à venir. Estelle Pazou, on se retrouve mercredi prochain. Voilà pour un autre sujet. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour Monde agricole. On va installer à présent le plateau de nature et bien-être. Forage artésien, avantages et inconvénients, c'est la thématique à aborder ce soir avec Amandine Agnan-Bossou et Flavien Devenon, environnementaliste. Mais on va suivre ce reportage avant de les avoir sur le plateau. Nous avions eu besoin d'avoir un forage dans le milieu. Parce que le forage que nous utilisons est à 1 km d'ici. En ma qualité de premier chef d'arrondissement de la localité, j'ai décidé d'investir au nom de la population. L'eau a été très utile pour nous parce que d'abord nous avons eu besoin d'en avoir à cause de l'état dans lequel nous vivions. Parce que l'eau n'était pas potable. En matière d'agriculture, nous avons installé ici par exemple des étangs piscicoles. Nous avons également fait la culture du riz. Donc ça apporte un peu de revenus à la population. Donc ça nous aide un peu dans l'économie du milieu. Mais malheureusement, il y a eu, j'ai dit bien malheureusement, il y a eu un projet qui était venu nous installer des tuyaux ou bien pour bloquer l'eau. Et l'eau ne sortait pas. Donc il fallait nécessairement ouvrir un robinet pour faire sortir l'eau. C'était très bien. Mais avec la puissance, avec la pression de l'eau, les installations sont gâtées.
mi je ja de me sia so aji din o ni adokwe we die mi bedi da yo nu ne mi no sa kufo mi no sa kufo kala so ni bu wa we ya de ma wo gwa lo nu mi ti ka do mi ko nu bada yo edin bo ma o ka ze wa bo mi wa mo bo ma sin da gbe do po bo sin o do kunkun e bo wa kun do to mi to me fifi mi town bo dokun do po bo mi do mi mo e bo sin o do wa yo mi so bo soro asoso wa na. Et voilà, on retrouve sur le plateau Amandine Anyambosou et Flavien, docteur Flavien Devonou. Il est enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Comme vous le voyez déjà, merci d'être là. Merci, docteur. Madame. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, la fine fleur dans un nouveau look. Ça vous va très bien en tout cas. Merci à vous. Heureuse d'annoncer. Comment? Ça va très bien. Et le week-end? Ça va. On a repris, hein? Eh oui, c'est parti pour une semaine encore. Encore, ça c'est vrai. Et je crois que c'est la semaine consacrée au forage artésien. Voilà, vous avez compris. Comme d'habitude. Aujourd'hui, on s'intéresse aux avantages et inconvénients du forage artésien. Mais comme toute thématique, il faut déjà commencer par savoir ce que c'est qu'un forage artésien. Docteur Flavien Devonou, dites-nous, qu'est-ce que forage artésien? Merci beaucoup, madame. Un forage artésien, de façon simple, c'est un forage qui est réalisé dans une nappe d'eau qui est sous pression. Parce que nous avons plusieurs types de nappes. Vous savez, l'eau que nous avons dans la nature est répartie dans 3 grands réservoirs. Vous avez l'eau atmosphérique, vous avez les eaux de surface et vous avez les eaux souterraines. Maintenant, les eaux souterraines, pour la plupart du temps, sont contenues dans des nappes. Certaines sont libres, d'autres sont captives. Lorsque le forage est fait dans une nappe captive dans laquelle l'eau est sous pression, l'eau sort avec pression. On parle de forage artésien. Et lorsque la pression est vraiment forte, on parle d'artésianisme jaillissant. Voilà. Mais on a eu des images avec notre mémé qui parlait de Koufor. Est-ce que les images qu'on a eues là, il s'agit des forages artésiens qui ont été réalisés? Non, la dame a dit qu'avant, elles utilisaient l'eau du fleuve Koufo. Pour pouvoir faire. C'est le fleuve Koufo en fait. C'est le fleuve Koufo. Voilà, ce n'est pas un forage artésien. Si vous avez eu le temps de lire un peu ce qui est la transcription plutôt, vous auriez dû comprendre qu'elle parlait du fleuve Koufo. Donc, docteur, et quand on parle de forage artésien, ce n'est pas des cours d'eau naturels? Non, ce n'est pas des cours d'eau naturels, c'est des forages qui sont faits, mais à de très grandes profondeurs, pour pouvoir aller capter ces eaux qui sont sous pression. Et dans quelles conditions alors on peut mettre en place des forages artésiens? Oui, vous savez, on ne peut pas se lever comme ça et mettre en place des forages artésiens. D'abord, comme je l'ai dit, c'est un phénomène qui est lié à la géométrie de l'aquifère. Vous n'avez pas ce phénomène partout. À Cotonou, vous n'avez pas ça. À Abomey-Calavi, vous ne l'avez pas. Donc, on ne peut pas faire des forages artésiens à Cotonou ni à Calavi? Non, à Cotonou, c'est la nappe phréatique. Elle est à peine à 4 mètres de profondeur. Il n'y a pas de pression. Quand vous allez à Abomey-Calavi, déjà à 20, 30, 40 mètres, vous avez la nappe qui est là. Elle est coulante, elle n'est pas sous pression. Mais lorsque vous allez dans les localités comme Lalo, comme Bopa, comme Lokossa, dans le mono en fait. Dans le mono Koufo, lorsque vous allez vers Wenhi, dans Zobodomé, on parle de Massi par exemple, vous avez des forages qui ont été faits dans ces zones et dans lesquels on est tombé sur l'eau qui est sous pression. Voilà. Est-ce que n'importe qui peut réaliser, par exemple, j'ai ma maison et je suis dans une zone comme ça, est-ce que je peux installer un forage artésien chez moi ou bien on doit faire ce genre de forage nécessairement au sein d'une communauté? Voilà, à des fins personnelles, c'est du gâchis de faire du forage artésien. Pourquoi? Tout simplement parce que quand l'eau commence par sortir, elle ne s'arrête plus. Elle sort permanemment et à un très bon débit. Et vous allez voir que la plupart des localités dans lesquelles il y a des forages artésiens, l'eau coule, mais on n'arrive pas à la gérer correctement. On a vu des enfants qui se baignaient. Absolument, parce que l'eau est sous pression et quand elle commence par jaillir, c'est difficile de la maintenir. Même dans la localité de Possotomé, vous allez voir qu'il y a un forage artésien qui est au bord du lac Aémé. Et l'eau coule permanemment. Et c'est les populations qui viennent chercher cette eau-là. Vous voyez? Donc, à des fins personnelles, un forage artésien, c'est un gâchis. Mais pour des fins de développement, pour des communautés qui ont besoin de l'eau,
où on est sûr de faire des châteaux d'eau pour pouvoir stocker ces eaux-là et les mettre à leur disposition, je crois que c'est une bonne solution. Est-ce qu'on décide de faire un forage artésien quand les populations ont des difficultés d'accès à l'eau potable? Ah oui, si... Parce que si je me dis, s'il y a l'eau courante, on n'a pas besoin de mettre en place des forages. Non, s'il y a de l'eau courante, il n'y a pas besoin de faire des forages artésiens. Mais si c'est dans une localité où l'accès à l'eau potable est vraiment difficile et où des études géophysiques ont montré qu'en profondeur, vous avez de l'eau, là, je crois que qui est sous pression. On peut faire, n'est-ce pas, des forages artésiens dans ces localités pour pouvoir faciliter l'accès à l'eau. Vous savez, un des avantages des forages artésiens, c'est que vous n'avez pas besoin de l'énergie avant que l'eau ne vienne à la surface. Vous n'avez pas besoin de seaux. Non, de cordes, de seaux, rien de tout ça. Vous n'avez pas besoin d'une pompe. L'eau sort d'elle-même, sous pression, jusqu'à la surface du sol. Et est-ce qu'elle est là avec cette pression et telle qu'on voit à travers les images, est-ce que cette eau est toujours potable? Ah oui, ça dépend. Parce que quand on parle de potabilité de l'eau, il faut relativiser. Oui. Si l'aquifère, la roche géologique dans laquelle l'eau se trouve, contient des polluants, convenez avec moi que l'eau va contenir des polluants. Mais si l'aquifère... Déjà là, par exemple, est-ce que l'eau est toujours potable là? Oui, jusqu'à la surface, c'est potable. C'est potable. Mais à partir de la surface, si elle est au contact du sol, elle va ramasser les contaminants du sol. Elle n'est plus potable. Vous voyez? Donc, ce qui est conseillé, c'est que quand l'eau sort de l'aquifère, l'eau sort du forage artésien, il faut aller d'abord l'analyser pour voir si elle est de bonne qualité. Les populations n'ont pas les moyens pour analyser Non, ce n'est pas à elle de le faire. Il y a des laboratoires d'analyse de l'eau. Il y a la direction générale des ressources en eau qui existe, qui doit pouvoir veiller à la qualité de ces eaux-là. Avant d'autoriser les populations à y accéder. Vous parliez tout à l'heure des avantages d'un forage artésien. Vous n'avez pas tout cité. Quels sont les autres avantages? Voilà. Comme je l'ai dit, le premier avantage, c'est le fait d'avoir accès à l'eau sans dépense d'énergie, sans dépense physique, sans avoir fait recours à une pompe pour pouvoir aspirer l'eau. Ça, c'est un premier avantage. Le second avantage, c'est que l'eau, vous l'avez à un débit relativement élevé et de façon permanente. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas à dire que bon, l'eau a tari, que le forage a tari. Non, ça met vraiment du temps avant de tarir. Parce que c'est de grands réservoirs qui ont été percés pour avoir accès. C'est quelle profondeur à peu près? Ça varie suivant les zones. Ça varie suivant les zones. Et ce qui fait que des fois, c'est très profond. Le résultat, vous voyez l'eau qui sort, qui est chaude. Hein? Des fois, elle est jusqu'à 27 degrés, 28 degrés, 29 degrés. Ah, c'est vraiment... Parce que c'est profond. Vraiment profond, ce réservoir est très profond. Quelqu'un me disait la dernière fois que les forages sont artésiens, que quand l'eau sort, c'est tellement chaud que vous pouvez même faire déjà votre piron sans mettre ça sur le feu. C'est une façon de parler. C'est que l'eau sort vraiment et quand vous y touchez, vous sentez qu'elle est chaude. Elle est chaude. Voilà. Mais tout n'est pas rose, il y a des inconvénients. Oui, c'est normal. Parce qu'une eau qui sort... de façon illimitée, ça peut causer des dégâts à la population. Ça peut causer des dégâts tels que les inondations. Dans les régions où vous avez ces forages artésiens, quand ils ne sont pas vraiment canalisés, les risques d'inondation sont grands. Ça peut provoquer à ces endroits le départ des nutriments du sol. Vous voyez, l'eau coule permanemment, elle va lessiver, c'est ça, elle va lessiver le sol et ramasser tout ce qui sera comme fertilisant dans le sol à cet endroit. Ça va créer des problèmes d'assainissement dans ces localités où il y a ces forages. Vous comprenez avec moi que l'hygiène et l'assainissement vont de pair, donc l'eau sort, mais elle n'est pas bien canalisée. Partout, les animaux peuvent venir s'abreuver là, hein. Les hommes viennent et tout, les plantes vont pousser. Donc c'est un milieu qui n'est pas vraiment très bien hygiénique à ces endroits où vous avez de ces forages artésiens. Donc il y a des risques liés à la présence d'un forage artésien dans une localité. Oui, il y a des risques liés à la présence des forages artésiens. Je prends le cas de Massy que je connaissais quand ils n'avaient pas encore fait la route Cotonou-Boycon. Au bord du goudron, vous avez l'eau qui coule permanemment, hein, mais c'est une zone permanemment humide. Voilà. Mais au même moment, il y a aussi des avantages. Hein, comme j'ai dit, hein, on peut faire de l'agriculture toute l'année. On peut faire de la pisciculture toute l'année. On peut avoir des retenues d'eau pour pouvoir faire d'autres activités. Mais est-ce qu'en période d'inondation dans les zones où c'est souvent inondé, est-ce que l'eau de pluie ne se mélange pas à l'eau de ces forages artésiens? C'est normal. On ne peut pas séparer. Mais là, l'eau n'est plus potable? Ah oui, c'est ce que je dis. Que de la profondeur jusqu'à la surface, elle est potable. Mais dès qu'elle vient à la surface du sol, lorsque vous ne la canalisez pas, lorsque vous ne créez pas les conditions qu'il faut pour l'isoler,
elle sera contaminée. Dernière question, est-ce qu'on peut déjà dire que les forages artésiens, c'est une solution pour les régions qui ont des difficultés d'accès à l'eau? Est-ce qu'on peut réaliser de ces forages-là dans la région, zone de Dassa et consorts? Voilà, comme je l'ai dit, les forages artésiens, on ne peut pas les avoir partout. Non. Parce que à Cotonou, par exemple. On ne l'a pas à Cotonou, on ne peut pas l'avoir à Cotonou. Impossible. Parce que nous avons une nappe libre à Cotonou. Et quand la nappe est libre, vous comprenez quoi, quand il pleut, l'eau rentre dedans. Par contre, les forages artésiens, il faut aller dans des profondeurs vraiment grandes pour pouvoir les trouver. Et ça, c'est dans le sédimentaire. Lorsque vous parlez de Dassa, il y a le socle. Et dans le socle, vous n'avez plus de ces forages-là. Non, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas avoir ces phénomènes d'artésianisme jaillissant dans les socles, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Ok, allez-y. Sinon, là, j'aurais quand même savoir qu'est-ce qui suscite cette tension de l'eau, avoir ces forages artésiens dans ces zones-là où c'est disponible. Comment expliquer la chose? C'est ça. Je disais que tout est question de la géométrie de l'aquifère. De l'aquifère dans laquelle se trouve, n'est-ce pas, l'eau stockée. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est à des niveaux où il y a un grand dénivellement, un grand décalage entre la zone de recharge et la zone où l'eau est vraiment stockée dans l'aquifère, la pression est vraiment forte à ces endroits-là. Donc, c'est purement un phénomène technique. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dr Flavien Dovonou. Vous serez encore avec nous sur ce plateau le vendredi. On va parler de la valorisation des forages artésiens. Avec plaisir. Oui. Mais avant vendredi? Le mercredi, on sera avec un autre spécialiste pour parler de la gestion intégrée des ressources en eau. D'accord. Et la semaine sera bouclée. Merci à vous, Amandine Niambossou, ma fine fleur. On va se retrouver mercredi donc pour un autre numéro de Nature et Bien-être consacré au forage artésien. Docteur Flavien Dovonou, merci. Bon retour chez vous. Merci bien. Et bien des choses à vos étudiants. Je ne manquerai pas. De l'université d'Abomey-Calavi. Je ne manquerai pas. Malgré tout ce qu'il y a comme tension là-bas. Ça va s'abaisser. N'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, peu à peu, on tend vers la fin de notre émission, mais on a quand même, entre autres, 2 autres plateaux, dont on va échanger avec les invités ici. Et l'un des invités, c'est notre expert Fulgence Arwangonou pour nous parler de la démotivation des enfants. Expert tout de suite. Nous sommes donc avec Fulgence Arwangonou, coach en leadership parental, pour parler de l'épanouissement des enfants, mais que faire face à leur démotivation. Monsieur Arwangonou, merci d'être là ce soir. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir. Il est partagé. Alors, lorsqu'on parle de la démotivation, quand la démotivation s'installe chez l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Comment reconnaître cela? Merci à vous. D'abord, il faut savoir que la démotivation, c'est quand l'enfant n'a pas envie d'atteindre ses objectifs. C'est une sorte de paresse qui s'installe et puis l'enfant n'a pas envie de beaucoup travailler. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce sont nos attitudes qui nous permettent d'aller en altitude. Et lorsque les attitudes de nos enfants ne favorisent pas leur émergence et ne leur permet pas d'aller en altitude, la démotivation s'installe. L'enfant n'a pas envie de travailler. C'est une sorte de fuite par rapport au travail et par rapport aux résultats. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à travers les comportements de l'enfant qu'on arrive à savoir si l'enfant est démotivé ou pas. Quel genre de comportement? Ce comportement à la maison, à l'école et avec ses amis dans un groupe d'amis. Et à la maison, c'est quoi? Vous allez constater, c'est l'enfant là qui n'aime pas vite se réveiller. Parfois, il faut le réveiller. C'est un enfant qui lambine. S'il a des travaux domestiques à faire, il ne fait pas vite les travaux domestiques. C'est un enfant qui est distrait. Peut-être qu'il regarde plus la télévision. C'est qu'à la maison, il ne fait rien pour s'occuper à travailler. Il fuit le travail, c'est-à-dire le travail scolaire. Il fait tout pour ne pas être en harmonie. Il fait tout pour ne pas avoir du temps à être avec ses cahiers, avec ses devoirs. Et là, c'est ce qui se passe à la maison. Donc là, un enfant, un petit garçon, qu'on va réveiller tous les matins, lève-toi, il est l'heure de se doucher pour aller à l'école, et que les joueurs venus commencent pas à vous dire « Non, est-ce qu'il y a école aujourd'hui ?» Vous dites « Oui », il dit « Non, je ne veux pas y aller ». C'est la démotivation qui s'installe. Non, il faut faire attention.
Lorsqu'on parle d'enfants, vous imaginez lorsque vous avez un enfant qui est à la maternelle ou bien un enfant qui on commence la rentrée, vous savez, il y a changement de situation. Pour un enfant qui est resté 3 mois à la maison et qui change de rythme de travail, c'est normal que dès le début, qu'il ne rentre pas dans le rythme. Donc là, ce n'est pas non, c'est une réaction normale. C'est avec le temps que l'enfant va prendre. Voilà. Pour un enfant encore qui est à la maternelle, au CI, vous comprenez, c'est le début de l'année scolaire, c'est le début de sa vie scolaire. Il n'aura pas le même rythme avec un enfant qui est déjà au C1, au C2 ou au CM2 ou en 6e. Vous voyez, donc, pour un jeune enfant, c'est normal qu'il ne soit pas encore dans le rythme. Avec le temps, il sera dans le rythme. Mais pour les autres, c'est normal. Puisque quand tu ne te réveilles pas vite, quand l'enfant n'a pas la notion du temps, tout est basé sur le temps. Lorsque vous savez gérer votre temps, vous êtes déjà un homme de succès. Et l'enfant qui sait qu'il a cours à 8 heures, c'est à quelle heure il devrait se réveiller, à quelle heure il devrait se coucher. C'est vrai que les parents aussi ont quelque chose à faire, parce que tout est une question d'éducation. Je dis bien tout est une question d'éducation. Et lorsque vous éduquez votre enfant, vos enfants, à l'effort, au travail bien fait, c'est une chaîne, vous avez le résultat. Et je parlais tantôt de le comportement de l'enfant à l'école, puisqu'on avait parlé de son comportement à la maison. À l'école, vous allez constater que c'est un enfant qui vient parfois en retard au cours, qui oublie le matériel de travail. Vous imaginez que l'enfant vienne au cours et l'enfant dit qu'il n'a pas le bic. Oui, bon, c'est comme le cultivateur qui va au champ sans la houe, quoi. Ce n'est pas possible pour un enfant sérieux. Vous voyez, il fait tout pour fuir le travail. Il n'a peut-être pas le matériel de travail. C'est souvent un enfant qui gagne souvent les mauvaises notes. Parce qu'à la maison, déjà, il n'a pas le temps pour se consacrer au travail. Donc, rapidement, c'est un enfant qui a souvent de mauvaises notes. Parfois, ils sont indisciplinés, je dis bien parfois. Il fait tout pour fuir le travail. Et lorsque vous fuyez le travail, le résultat ne peut pas être au rendez-vous. Au rendez-vous. Okay. Donc, à part l'école, il y a aussi son comportement dans le groupe. Vous allez constater que dans le groupe, ce n'est pas un enfant qui se donne. Il est souvent à la traîne. Il laisse les autres faire, il veut bénéficier. Vous savez, pour réussir, il faut avoir une sorte de routine à l'effort. C'est-à-dire, il faut s'habituer à faire l'effort. Et c'est d'effort en effort que vous avez le résultat. Lorsque l'enfant est démotivé, il ne fait rien. Il fuit le travail. Et quand il fuit le travail, il ne peut pas avoir le résultat. Le résultat. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la démotivation chez un enfant? Merci à vous. Vous savez, les causes de la motivation, c'est parfois... De la démotivation? Oui, je dis bien. Voilà, vous avez dit tantôt de la motivation. Non, les causes de la démotivation, c'est parfois la maison. Vous savez, il peut y avoir une tension familiale. Lorsqu'il n'y a pas harmonie dans la famille, entre papa et maman, lorsqu'il y a un problème, vous savez, ça se sent chez les enfants. Parce que c'est quand il y a harmonie, qu'il y a épanouissement. Lorsqu'il n'y a pas harmonie, qu'à la maison, l'enfant n'est pas du tout peut-être considéré ou bien et l'ambiance familiale ne permet pas tous les jours, il y a du bruit, il n'y a pas un espace fertile de prédisposition au travail, ça peut être une cause de motivation. Mais il y a encore une autre cause. Vous savez, j'ai parlé de ça ici, de cet enfant-là qui commence l'école et on lui dit qu'à l'école, on frappe les gens. Vous savez, qui veut aller là où on frappe les gens? Personne. Je dis personne. Encore moins quand c'est un enfant. Voilà. Donc, parfois, la motivation, ça en famille, mais parfois, c'est ce qu'on raconte à nos enfants sur l'école. Tout ceci peut être une cause de démotivation. Mais la cause peut aussi être à l'école. Vous savez, l'enseignant, c'est quand même un humain. Et il peut peut-être, par rapport à un enfant particulièrement, avoir des gestes, des paroles, ou ces enfants qui ne travaillent pas, et chaque fois vous dites, toi tu es nul, toi tu es ci, tu es ci. Mais lorsque l'enfant tout le temps a de mauvaises notes, il te dit, bon, je fais l'effort, je ne fais rien, j'ai souvent de mauvaises notes. Pourquoi? Il vaut mieux rien faire. Vous voyez, vous allez constater que ces professeurs qui apprennent à valoriser l'enfant, dans ces matières, l'enfant travaille mieux que souvent là où l'enfant n'est pas motivé, là où l'enfant n'est pas valorisé. Donc, ça veut dire quoi? À l'école, parfois, quand bien même l'enseignant ne sait pas, à travers ses propos, à travers ses faits et gestes, tout cela concourt à la démotivation chez l'enfant. Nous allons poursuivre les échanges Fulgence Sarangonou, coach en leadership parental. Le temps de retrouver la rédaction pour le journal. Il est 19h45. Mesdames et messieurs, suivons donc ensemble le journal de la rédaction avec Nadej Sani. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information. Tout de suite, le sommaire.
Elle fait appel à des bases de géologie, de mécanique des sols et de roches. La géotechnique est cette branche du génie civil qui s'occupe de l'étude de sol pour la construction d'ouvrages. On en parle dans ce journal. La vidéosurveillance dans les services financiers publics et privés est un dispositif sécuritaire mais également un impératif au Bénin, une décision du gouvernement qui n'est pas connue des opérateurs économiques. L'eau minérale, selon les consommateurs, est rafraîchissante et mieux adaptée à la santé, des éléments d'appréciation qui favorisent sa commercialisation et permettent aux vendeurs de faire un bon chiffre d'affaires. Construire des bâtiments, des routes et ouvrages d'art solides et de bonne qualité, c'est le rôle de la géotechnique. Cette branche du génie civil s'occupe de différentes études comme de l'essai de résistance, des dispositions qui sont nécessaires à la réalisation d'infrastructures. Armel Dosukago, Rosemont Tiakwe, Daniel Adar. Discipline du génie civil, la géotechnique permet de prendre des dispositions en amont pour la réalisation d'infrastructures de qualité. Nous sommes dans la géotechnique in situ, la géotechnique au laboratoire. Donc tout ce qui est bâtiment pour faire les études de sol, que ce soit pour les bâtiments, pour les routes, pour les ouvrages d'art, ce que nous appelons communément les ponts et autres, c'est nous qui regardons pour que ces ouvrages-là soient bien dimensionnés et que nous ayons des ouvrages qui soient pérennes, c'est-à-dire qu'on va utiliser pour un temps assez suffisant pour que le financement ne soit pas très vite perdu. Plusieurs essais sont ainsi réalisés pour vérifier la qualité des différents matériaux entrant dans l'érection de bâtiments, routes et ouvrages d'art, comme l'essai de résistance à la compression. C'est un essai non destructif qui permet d'avoir une idée sur la qualité du béton. Après prélèvement dans des moules cylindriques de dimension 16 x 32, nous amenons les éprouvettes au laboratoire. Quand on amène les éprouvettes au laboratoire, nous faisons la codification. La codification, c'est une étape qui permet de ne pas faire connaître la provenance du béton aux opérateurs. La codification est la première étape du travail au laboratoire. Il est donc évident que l'essai de résistance se fait en plusieurs étapes. Nous les mettons maintenant dans le bassin. Ça fait partie des exigences normatives. Le bassin doit être à une température de 20 plus ou moins 2 degrés. Donc nous mettons les éprouvettes dans le bassin jusqu'au jour de l'écrasement. Quand on les sort, on laisse pendant un temps donné, 30 minutes à 1 heure, pour que l'eau qui est tout autour puisse s'évaporer aussi naturellement que possible. Donc après ça, nous faisons les prises de dimension. 157,5. Nous faisons la prise du diamètre, la prise de la hauteur pour avoir une idée sur les dimensions effectives de l'éprouvette avant le surfaçage. Avant le surfaçage et maintenant, après le surfaçage, nous les mettons sur la presse pour pouvoir faire l'essai proprement dit. Donc le surfaçage, c'est une étape qui permet d'aplanir les deux faces de l'échantillon pour que la répartition des charges puisse se faire aussi naturellement et aussi directement que possible. Après l'essai de résistance à la compression, on a une idée sur la résistance. On a une idée sur la résistance du béton. Pour prévenir les déconvenues et des autres accidents dans le secteur des bâtiments et travaux publics, il est important de réaliser des essais au laboratoire, une disposition qui permet d'assurer à terme la qualité et surtout la solidité des infrastructures. L'utilisation du système de vidéosurveillance dans les systèmes financiers publics et privés est devenue un impératif en République du Bénin. Mais depuis que cette décision a été prise par le gouvernement, elle n'est pas connue des opérateurs économiques. Une séance a été organisée à cet effet à la CCIB. Plus de précisions à travers ce compte rendu de Patrick Adjagodjou.
Les services financiers publics et privés tenant des caisses de recettes et ou de paiement en République du Bénin sont assujettis à l'installation et l'utilisation des caméras de surveillance. Cette décision de sécurité d'urgence a été prise par décret le 10 février 2017 en vue de permettre aux entreprises et sociétés d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le projet de vulgarisation du décret et du contenu des conditions de mise en œuvre est désormais dans sa phase active. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a organisé à cet effet, avec l'appui de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, une séance de sensibilisation et d'information à l'intention des opérateurs économiques. Cette séance, qui s'est déroulée au siège de la CCIB, a permis d'établir les stratégies de mise en œuvre de ce projet. Le qualiticien, derrière ce nom peu connu de tous, c'est un métier qui permet à celui qui l'exerce de mettre en place un système de contrôle de qualité dans une entreprise. Ronald Robinson s'est intéressé à ce métier. Il nous en parle à travers ce reportage. Dans le souci de satisfaire la clientèle, le qualiticien, encore appelé responsable qualité, assure la qualité des produits et services d'une entreprise. Nous avons pour mission effectivement d'accompagner les entreprises qui a priori ne savent pas ce que ça veut dire, peut-être la qualité, ou bien ne sont pas toujours dans cette démarche. De la conception à la commercialisation des produits, le qualiticien accompagne l'entreprise vers une certification. Une fois la certification obtenue, l'entreprise doit continuer sur la même lancée pour conserver la certification même après un audit. Ceci lui permet de fidéliser la clientèle auprès de l'entreprise. La norme ne vous impose pas ce que vous allez faire, mais c'est à vous de vous dire, voilà ce que nous voulons de notre entreprise. Et le certificat a un délai. Après ce délai, il tombe et vous reprenez. Donc on ne prend pas la certification et on dit que c'est à vie. Aujourd'hui, nous connaissons des entreprises qui sont certifiées depuis 4 ans, mais qui continuent de vendre ce certificat qui est déjà tombé. Pour conquérir le marché et tirer son épingle du jeu dans cet environnement concurrentiel, toute entreprise doit nécessairement opter pour la démarche qualité. Il ne faut pas voir le coût de la qualité, non, mais c'est le coût de la non-qualité qu'il faut voir. C'est plutôt la non-qualité qui est dangereuse. Et si nous continuons de crier dans nos entreprises pour dire, écoutez, vous allez, c'est la merde, vous allez dans les entreprises, même des entreprises nationales, quand nous nous plaignons de la qualité des services qu'on nous présente, c'est un défaut de qualité, c'est tout. Le qualiticien doit non seulement avoir une maîtrise du marché, mais aussi sensibiliser le personnel au respect des normes de qualité. Sa formation est sanctionnée par un master en management de la qualité ou un certificat de fin de formation. On constate de plus en plus une croissance fulgurante du marché de l'eau minérale conditionnée. Pour bon nombre de consommateurs, c'est une eau plus sûre, plus pure, plus rafraîchissante et plus rassurante pour la santé. Les commerçants de ces produits, aussi nombreux qu'ils soient, font de bons chiffres d'affaires. Nous sommes descendus sur le terrain pour constater la pluralité de marques des eaux minérales conditionnées. Heureuse d'annoncer Igor Ayeso. Elle coûte cher, 200 à 300 fois plus cher que de boire l'eau du robinet. Et pourtant, sa consommation n'est plus un luxe au Bénin. La production et la vente des eaux minérales conditionnées, dites eau en bouteille, font partie des activités les plus rentables en vogue sur les différents marchés. Chez ce commerçant, on peut en dénombrer une dizaine de marques. Je préfère apprendre tous les eaux pour avoir tout, en tâche, tous les échantillons, quoi. Puisque les clients ne viennent pas marquer. Donc j'ai beaucoup de temps. Une multitude de marques d'eau conditionnée qui favorisent le large choix et la préférence chez le consommateur. Au moins, minimum, je vends 20 paquets par jour. Au minimum, 20 paquets. Si il y a le marché, donc au moins 30, 40 par jour. En faveur de leurs vertus diverses, les eaux minérales conditionnées sont aujourd'hui des produits de consommation de masse.
Chez le commerçant, elles sont exposées à la lumière, à la chaleur, au soleil. Toutes choses non conformes aux directives du décret officiel des eaux minérales. Mais le commerçant détaillant a ses raisons. Ça là, c'est une exposition seulement. Donc après, s'ils demandent, je sors du magasin pour les aider. Donc je prends un peu, au plus 20, 50, pour libérer dans la semaine. Et la semaine prochaine, je reprends encore. Parce que j'ai peur pour la date de création. Le client même n'aime pas que ça reste sur le soleil. Tout à l'heure, comme vous ne venez pas, tout à l'heure maintenant, je vais sortir les parasols là pour installer ça tout à l'heure. Non seulement les conditions de conservation des eaux minérales conditionnées posent problème, mais la publicité massive joue aussi sur le naturel, la qualité du liquide. Un produit médicinal autrefois à usage limité, sur avis et sous surveillance médicale, mais aujourd'hui accessible à tous. La 10e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan Maza a ouvert ses portes samedi dernier au Palais de la Culture d'Abidjan. Cette édition coïncide avec les 25 ans de ce marché et est marquée par l'appropriation par Abidjan de son marché des arts et du spectacle. Le Maza, qui signifiait marché des arts et du spectacle africain, signifie désormais marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Le Maza 2018 va se déroulé jusqu'au 17 mars prochain avec pour thème « Quel modèle économique pour les arts de la scène ?» C'est sur cette brève sur le marché des arts que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Merci donc à vous, Nadège Sani. On va se retrouver demain, n'est-ce pas? Demain pour un autre numéro de 19h45, n'est-ce pas? On est ensemble demain. Bien sûr, je serai avec vous d'ailleurs toute la semaine. Ah, toute la semaine. Ah ben ça, c'est encore plus intéressant. Merci donc à vous, Nadège. Bonne soirée à vous déjà. Merci à vous, Heureuse. Bonne soirée également. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on poursuit le grand rendez-vous après donc le journal. On va poursuivre les échanges avec Fulgien Sawangonou, coach en leadership parental, qui est notre expert. On a commencé par parler de l'épanouissement des enfants quand la démotivation s'installe. Que faire? Nous aurons également sur ce plateau Anignat Bello et Elodie Akotosode, fondatrice Women EdTech, pour parler de femmes et numérique, que retenir. Voilà donc le dernier plateau qu'on aura après donc l'espère, le plateau de Autant Savoir, que vous voyez d'ailleurs les images de femmes et numérique, la thématique à aborder tout à l'heure. Nous poursuivons donc les échanges avec Fulgien Sawangonou, notre expert. Et vous disiez tantôt que comme cause, ça peut être l'instabilité au foyer, oui. Cause de démotivation. Ça peut être l'instabilité au foyer parce que, vous savez, l'environnement familial est extrêmement important pour motiver l'enfant. Lorsque l'environnement familial n'est pas un facteur qui prédispose, qui amène l'enfant à connaître d'abord, à avoir une stabilité dans sa tête, vous comprenez avec moi que ça peut être une source de démotivation. Il y a un problème psychologique. Si l'enfant n'est pas libéré dans sa tête, il pense à la situation de ses parents, il n'est pas libre dans la tête. Parce que pour réaliser, pour aller en altitude de ses compétences, il faut avoir la tête complètement dégagée et penser à travailler. Mais lorsqu'il y a un frein à cela, lorsque vous êtes anxieux, vous avez une préoccupation dans la tête liée au bien-être de votre famille, je ne vois pas comment vous pouvez travailler. Même pour les grandes personnes, ça constitue une source de démotivation. Alors, chers parents, pour éviter toute démotivation de vos enfants, évitez tout problème de couple, de foyer. Cela ne veut pas dire qu'il y aura pas de... Que l'harmonie s'installe. Oui, que l'harmonie s'installe. Pour la motivation chez l'enfant. Oui. Et les parents peuvent avoir des problèmes, mais il ne faut pas exposer ça aux enfants. Vous savez, même pas un souhait. Okay, alors, donc, autre démotivation, j'ai dit, autre cause. Il y a aussi l'école. Il y a l'école parce que, vous savez, il y a de ces professeurs, de ces enseignants qui sont rares parce que j'imagine les enseignants, c'est des hommes et des femmes de qualité qui maîtrisent bien leur métier. Mais parfois, l'enseignant peut avoir par rapport à un élève, peut-être qu'il ne travaille pas bien, peut souvent dire, toi tu es nul, toi tu es si. Vous savez, moi j'ai connu ça parce qu'en son temps, je n'étais pas brillant en mathématiques. Alors que mon frère était un star, était quand même un bon mathématicien. Il me disait, mais est-ce que vous êtes vraiment de même père?
Vous imaginez, on me dit si je suis du même père avec mon frère parce que lui travaille bien en maths et que moi je ne travaille pas en maths. Et pendant longtemps, ça a été une préoccupation pour moi. J'ai dit bien, moi je ne travaille pas en maths, mais je vais démontrer que quand bien même on ne travaille pas en maths, on peut être brillant ailleurs. Et oui, et vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Vous voyez, non? Donc, il y a de ces trucs qu'on dit aux enfants, vous êtes nuls, mais toi tu viens de quelle famille? Mais ton papa c'est un professeur de mathématiques, ton papa c'est un professeur de français et toi tu es nul. Donc, il y a de ces propos qui n'arrange pas l'enfant. L'enfant se dit, bon, voilà, chaque fois on me dit que j'ai de mauvaises notes, ou bien le professeur me dit, je ne viendrai pas à son cours. Et quand tu ne viens pas au cours, c'est parce que tu es démotivé. Quand tu vois le professeur, tu es dit, mais c'est comme si le ciel te tombe sur la tête. Donc, à l'école, il faut que les professeurs aussi encouragent et motivent les enfants. Vous allez constater, comme je le disais tantôt, que dans ces matières où les professeurs encouragent, quand bien même l'enfant ne travaille pas, on a envie de faire plaisir à ce professeur, on a envie de faire mieux. Mais quand c'est le contraire, on laisse tout et puis on lâche. Donc c'est important, les professeurs doivent faire beaucoup attention à ce qu'ils disent, combien de fois ils valorisent leurs élèves. Et parfois en groupe, comme je le disais, vous allez voir qu'il y a de ces enfants où en groupe, ils n'aiment pas travailler ou bien, et les autres leur disent, oh, toi tu ne travailles pas bien, on a tendance à l'exclure du groupe parce qu'il n'a pas le même niveau que les autres. Non, il faut faire attention. Quand bien même dans le groupe, il n'y a que des premiers, il faut rallier ceux-là aussi qui n'ont pas le même niveau et les accompagner. Parce que l'envie de bien faire naît du fait qu'il y a des résultats qui suivent. De 2, vous passez à 5, à 10, à 12, et vous allez voir celui qui est peut-être nul, motivé et devenir le premier de la classe. C'est des trucs qui arrivent, c'est des situations qui arrivent. Donc, nous devons faire attention en famille, les parents, pour offrir aux enfants un cadre, un environnement qui les accompagne, qui les motive, qui ne soit pas un frein du moins pour leur épanouissement, pour les empêcher d'aller en altitude de leurs compétences. Ah ben là, quand réagir face à la démotivation de son enfant? Ah oui, c'est là tout le problème, quand réagir. Vous savez... Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire pour la suite, parce que pour réagir, il faut être disponible. Eh oui, ça c'est vrai en plus. Vous vous rappelez qu'on a dit ici sur le même plateau que pour avoir des enfants heureux, épanouis, la toute première chose, c'est la disponibilité des parents. Et voilà qu'on n'est pas disponible. On ne sait pas si l'enfant ne se réveille pas vite. On ne sait pas s'il est nonchalant, s'il l'embête. On ne sait pas s'il est allé au cours aujourd'hui parce que nous, on est dans les affaires. On veut gagner beaucoup d'argent. Puisqu'on veut avoir une voiture, on veut leur construire des maisons à louer qui vont peut-être utiliser ça. Mais voilà des gens à qui on rêve, mais on ne fait rien pour les accompagner à être les véritables acteurs de ces rêves. Voilà. On n'est pas disponible. Parce que pour constater que l'enfant n'est plus motivé et démotivé, il faut suivre l'enfant sur une période d'1 mois. Lorsque les comportements dont j'ai fait cas subsistent sur 1 mois, allez, il faut dire attention. D'accord. Il faut dire attention, chercher la cause. Lorsqu'on fait le constat sur 1 mois, au plus, seulement 1 mois, il faut agir. Mais voilà qu'on n'est pas disponible. Comment agir? Alors j'interpelle les parents. Je nous interpelle. Vous savez, pour agir aussi, il faut aussi savoir peut-être que les mauvaises notes tombent. C'est vrai que les enfants n'aiment pas ramener à la maison les mauvaises notes. Mais si vous n'allez pas... Il y a de ces parents qui ne connaissent même pas le nom de l'établissement de leurs enfants. Non, tout Je parle souvent des hommes. Je suis sérieux. Nos mamans, on sait que c'est des femmes, c'est de braves femmes. Elles font tout pour qu'on soit là où on est. Mais il y a de ces hommes, ceux qui me regardent à la maison, vous êtes à côté de votre papa, demandez-lui s'il connaît le nom de votre établissement. Alors là... Si vous avez un maître ou une maîtresse, j'en connais ce que je dis. C'est des cas, c'est du réel. Vous savez que nous rencontrons souvent les parents. Les parents viennent nous voir. Et il y a de ces papas qui ne sont pas là, qui ne connaissent pas le nom de l'établissement de leurs enfants, qui ne connaissent pas s'ils ont un maître ou une maîtresse. Et c'est à la fin qu'ils disent, bon, est-ce que l'enfant passe ou pas? Donc, je nous exhorte, je nous demande de jouer notre rôle de parent, d'être disponible, d'être suffisamment disponible pour prendre soin de nos enfants. C'est notre plus grand héritage. Et nous devons œuvrer pour qu'ils deviennent, pour qu'ils puissent nous accompagner. Parce que, comme nous tous on court vers l'argent, quand nous allons gagner l'argent et nous allons faire des trucs avec l'argent, si demain nos enfants ne sont pas là, c'est qu'avant même qu'on ait quitté cette terre, ils vont nous réclamer leur héritage. Puisqu'en temps, on ne leur a rien appris. Ils seront des enfants. Merci beaucoup, Fulgence Sawangonou, coach en leadership parental. Avec vous, on parlait donc de la démotivation des enfants et on a eu les idées qu'il faut, mais surtout la disponibilité. Sans disponibilité, on ne peut rien résoudre. On
On peut pas ramener l'enfant à la motivation. Je vous propose d'être avec nous ce vendredi. En fin de semaine, on a démarré la semaine avec vous, on va boucler, pour parler de la motivation. J'y serai, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci déjà d'accepter de nous accompagner dans notre tâche. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour l'ESPER qui recevait tantôt Fulgence Sawangonou, coach en leadership parental. On va à présent recevoir, restez avec moi, monsieur Fulgence, restez avec moi. Voilà, vous l'auriez dû comprendre, il est un peu pressé de nous laisser partir là. Restez avec moi pour qu'on reçoive ensemble Aniat Bello et son invité dans Autant Savoir. Autant Savoir s'intéresse au numérique et à la femme. 8 mars dernier et 8 dans le ministère, au sein du ministère de la Communication, du numérique et des postes télécommunications. Ils ont pris le temps d'échanger avec les femmes. Une initiative du ministre Zoumarou qui a réuni les femmes autour d'elle pour parler du numérique. Aniat Bello était sur les lieux. On suit son reportage et après on va la recevoir avec son invité pour échanger. Utiliser le numérique comme outil de synergie pour le mieux-être de la femme béninoise. C'est bien possible. Les femmes du ministère de l'économie numérique y ont été sensibilisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes qui sont dans un domaine aussi challengé que celui de l'économie numérique ont justement besoin de comprendre quels sont les responsables de leur propre épanouissement, qu'elles ne doivent pas attendre que cela vienne d'une personne extérieure ou d'une conjoncture particulière, mais qu'elles-mêmes peuvent être artisans donc de leur réussite. Quand vous êtes femme et quel que soit le domaine d'activité, avec le numérique, vous pouvez toucher une cible donnée et augmenter votre chiffre d'affaires. Une femme qui vend des produits, par exemple dans un quartier, si on va vers elle, on lui parle du numérique, comment est-ce qu'aujourd'hui la révolution technologique peut la mener à pouvoir, par exemple, déjà créer une page Facebook avec son WhatsApp qu'elle utilise. Voilà, je vends telle chose et puis ça peut apporter tel. Donc ça va l'aider à toucher un monde énorme. Selon le rapport Women and the Web d'Intel et datant de 2012, les pays en développement pourraient voir leur PIB augmenter de 13 à 18 milliards de dollars en doublant seulement le nombre de femmes et de filles connectées à Internet. Et c'est consciente de toutes les opportunités d'épanouissement pour la femme qu'offre le numérique que Aurélie Soulé-Adam Zoumarou, ministre de l'économie numérique, a décidé de célébrer autrement la Journée internationale de la femme. Le message que j'aurai à l'endroit des autres femmes qui veulent donc jouir des bénéfices de ces outils numériques, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être ouverte justement, d'être agile comme on dit dans notre secteur pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles compétences que ces outils numériques peuvent apporter. Le secteur de l'économie numérique est un secteur transversal qui touche l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui et qui leur permet d'optimiser leur processus, d'améliorer leur productivité. Et aujourd'hui, ensemble avec les femmes, ce sont de ces questions dont nous avons discuté et nous avons ensemble convenu que nous allons agir dans le sens de porter l'économie numérique plus haut, encore plus haut dans notre pays et de transformer la vie des Béninois grâce à une économie numérique de référence. Le manque d'accès aux technologies, des connaissances techniques, d'autonomie et d'infrastructures adéquates sont autant de freins à l'utilisation efficiente du numérique par les femmes béninoises. Mais cela ne saurait être une excuse pour rester en marge du développement avec le numérique. Merci donc à vous, Aniat Bello. On vous retrouve d'ailleurs sur le plateau pour poursuivre les échanges. Vous étiez avec la ministre Zoumarou dans le cadre de l'activité 8 mars.
Justement, et c'est justement de là que nous est venue l'idée de continuer à en parler sur Autant Savoir, femmes et numérique, que retenir. C'est par là nous allons démarrer la semaine sur Autant Savoir. Est-ce que ce sera une semaine consacrée au numérique? 2 jours, mais le dernier jour, le mercredi, nous allons parler courtoisie au volant. Déjà, je demande aux téléspectateurs de prendre le rendez-vous. Cette semaine-ci sur Autant Savoir va être très riche en informations. Donc, nous avons la chance d'avoir Elodie Akotosodé sur ce plateau. Elle est justement spécialiste antique, mais aussi sa particularité, c'est qu'elle va à la rencontre des femmes pour les amener à davantage s'intéresser au numérique. C'est pour ça, d'ailleurs, nous avons retenu son profil sur ce plateau. Donc, avec vous, déjà, j'aimerais savoir, est-ce que les femmes béninoises sont intéressées par le numérique? Bonsoir. Oui, bonsoir déjà. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de parler femmes éthiques. Alors, la question était de savoir si les femmes sont intéressées par le numérique. La réponse est oui. Oui, parce que nos expériences nous ont montré, c'est vrai qu'elles sont un peu réticentes. Quand on parle du numérique, le numérique embrasse beaucoup de domaines. Donc, en fait, il y a premièrement une question de manque d'information. Donc, il faudrait premièrement informer les femmes, parce que si on ne les informe pas, elles ne sauront pas. Nous, on les a informées et le retour a été vraiment très, très, très magnifique, parce que c'est de là je parle que oui, je dis oui, elles sont intéressées par le numérique. Parce que si je prends le domaine de l'agriculture, de l'artisanat, de l'éducation, même nos dames, c'est-à-dire les coiffeuses d'à côté qui sont dans nos rayons, elles, avec le numérique aujourd'hui, arrivent à atteindre une clientèle qui ne sont pas dans leur zone géographique. Donc, premièrement, il faudrait les informer. Et quand on parle du numérique, premièrement, beaucoup de femmes pensent en fait que ce sont des développeurs. Je parle de développeurs, ce sont les femmes qui sont derrière des ordinateurs et qui codent. Elles voient que, voilà, coder, ce n'est pas mon truc, c'est pour les hommes. Non, le numérique ne se limite pas au codage ou bien à la programmation. Je prends juste le domaine de la communication, le marketing. On retrouve assez de femmes-là d'ailleurs. Aujourd'hui, en termes du numérique, l'évolution des réseaux sociaux fait que le digital est porté vers ces domaines-là. Donc, quand on parle aujourd'hui, on parle du numérique digital. De la communication digitale, voilà. De la publicité sur les réseaux sociaux, comment gérer des communautés sur Facebook, WhatsApp simple, on reste sur WhatsApp. Moi, je suis dans plein de groupes WhatsApp aujourd'hui où les femmes font leur commerce. Si vous voyez comment elles arrivent à vendre, c'est impressionnant. C'est vrai que surtout quand vous prenez WhatsApp et Facebook, de plus en plus de femmes prennent d'assaut ces réseaux-là. Mais n'oublions pas, le Bénin ne se limite pas à Cotonou. Et quand on parle de femmes, nous parlons des femmes béninoises en général. C'est-à-dire même nos femmes-là, nos femmes qui sont dans nos contrées lointaines, nos femmes rurales, comme on aime bien les appeler. Moi, parfois, cette étiquette rurale me dérange un peu parce que parfois, d'autres trouvent que c'est péjoratif. Mais bon, nos femmes dans nos contrées lointaines qui participent aussi au développement de la nation restent un peu en marge de cette numérisation-là, de tout ce que cette numérisation peut leur apporter. C'est pourquoi moi, en tout cas de par mes enquêtes, je me suis rendu compte que très peu de femmes au Bénin s'intéressent véritablement au numérique. Quand nous devons nous prendre toutes les femmes dans la globalité, on a l'impression que toutes les femmes ne sont pas au même niveau d'information en ce qui concerne le numérique. Vous, votre avis? Exact. Comme je viens de le dire, il y a un problème de manque d'information. Il faudrait aller vers ces femmes, leur montrer en fait que voilà, il y a telle opportunité dans le numérique. Et elles n'ont pas, en fait, elles ont toute une raison de s'en accaparer, d'aller vers ce domaine-là, parce que c'est un domaine porteur, c'est un domaine d'avenir pour les femmes. Parce que quand je prends une femme aujourd'hui, elle a un sens de communication. Inné presque chez la femme. Pardon. Donc, on ne peut pas refuser à une femme aujourd'hui de ne pas communiquer. Si vous refusez à une femme de ne pas communiquer, là, c'est... Et communiquer, ce n'est pas aller faire du papato. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, on ne parle pas de ça. On n'est pas dans ce contexte-là. Oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme on le dit, il faut aller vers les femmes qui sont dans ces zones-là.
Nous, on a eu à faire ses pas, on a eu à aller à... Justement, quand vous êtes descendu tout de suite et que vous avez commencé par leur parler numérique, il y a peut-être la barrière de la langue, vous n'avez peut-être pas pu vous exprimer dans leur langue. Est-ce que ces femmes aussi n'ont pas peur que, parce qu'elles ne comprennent pas français, qu'elles n'arrivent pas réellement à pouvoir utiliser les outils que le numérique met à leur disposition? D'accord. Oui, il y avait ce souci-là. Seulement que, parlons de numérique, aujourd'hui, je prends juste l'exemple de, bon, c'est pas une publicité pour MTN, mais Mobile Money. Ok, avant, on faisait du commerce, elles faisaient du commerce. Mais aujourd'hui, elles ont la capacité de recevoir de l'argent par Mobile Money. C'est déjà un truc vers la numérisation. Donc, le problème de langage, c'est vrai que ça se pose. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité de déployer, de développer des applications, des solutions simples qui parlent, c'est-à-dire qui interprètent le langage et qui communiquent avec les intéressés du domaine. Donc, la première des choses, quand on va dans une zone donnée, okay, c'est pas qu'aujourd'hui on fait une formation ici en web marketing, il faut quitter là pour aller à Parakou pour dire bon, je viens faire la même formation ici. Non. Vous adaptez le message en fonction des femmes que vous avez en face de vous. Que nous avons en face de nous et des besoins qu'elles ont également. Donc c'est un peu ça, il faut leur comprendre leur langage et essayer de communiquer avec elles dans ce langage-là pour pouvoir mieux leur transmettre le numérique et les aider à vraiment se prendre en main les outils qu'il faut pour leur épanouissement. D'accord, mais est-ce qu'en termes de chiffres, après ces petites formations que vous leur donnez sur le numérique, vous pouvez dire avec fierté que ces femmes-là ont évolué dans leurs affaires, dans leurs activités génératrices de revenus, après avoir été initiées au numérique? Okay. En fait, j'ai tellement de témoignages que je ne sais pas si je vais en finir ici. Oui, parce qu'actuellement, nous avons une base de données de 1300 femmes intéressées, c'est-à-dire quand elles entendent parler de partout, Parakou, un peu partout. Nous avions eu à faire des camps à Cotonou. Il y a des femmes qui ont quitté Parakou, qui sont venues à Cotonou pour faire 1 mois de formation parce qu'elles veulent comprendre. Elles veulent plus rester en marge de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je vais juste prendre un exemple d'une femme qui, elle n'avait jamais touché l'outil informatique. Elle n'avait même pas un compte Gmail. Donc, quand elle a reçu l'annonce, elle nous a contactés, elle est passée au bureau, on l'a aidée, on lui a créé un compte, on l'a aidée à s'inscrire. Et elle a été retenue, elle a suivi les formations. Au début, ce n'était pas facile parce que son mari ne voulait pas. Mais après le premier jour de formation et du lancement, le mari a vu les images, il l'a amené à il lui a pris un ordinateur portable, il a mis ses enfants à la garderie pour que cette dame puisse bénéficier de ces formations. À la fin, aujourd'hui, elle est capable de faire le design de son produit. Si vous voyez le design, c'est impressionnant, c'est tellement beau. Elle a fait le design de tous ses produits. Elle vend juste des farines de bouillie. Mais si vous voyez la manière dont elle présente ça, c'est vraiment impressionnant. Et elle vend beaucoup aujourd'hui dans les hôpitaux, un peu partout. Donc ça l'a vraiment motivée. Et ça l'a propulsée vers l'avant. Et puis, elle ne fait que témoigner de ça. C'est comme si elle est devenue, en fait, notre communicatrice, en fait. D'accord. Il faut dire que les chiffres, même à l'international, sont là. Et les statistiques au niveau des Nations Unies aussi sont là. Il paraît qu'en initiant de plus en plus de femmes au numérique, on pourrait multiplier par 2, par 3 les recettes mondiales en termes de développement au niveau des femmes. Donc, je pense que les chiffres sont énormes et les chiffres nous interpellent davantage. Il faudrait un peu plus de femmes qui s'intéressent à ça. Mais comment les atteindre? Comment les atteindre en globalité? Parce que là, vous parlez de 1300 femmes. Au Bénin, c'est des millions de femmes. 10 millions de Béninois. Il paraît que les femmes sont plus nombreuses. Donc, nous sommes aux alentours de 5 millions et quelques de femmes béninoises. Comment pouvoir les impacter toutes? Pour les impacter toutes, je lance un appel à toutes les organisations qui peuvent nous accompagner dans ce sens. Pas seulement nous, mais qui aujourd'hui décident de faire une action, un pas pour pouvoir aller vers ces femmes-là, pour les accompagner. Donc, ce n'est pas un travail concernant une personne, mais c'est un travail en collaboration. Voilà. Okay? Donc, voilà, pour les impacter, il faudrait vraiment, véritablement aller vers elles et avoir un portail d'opportunités. C'est-à-dire, quand elles vont dans ces domaines, qu'est-ce qu'elles s'attendent à quoi? Gagnent, un retour en même temps. Qu'est-ce qu'elles y gagnent? Il faut leur faire voir ça. Si on ne leur fait pas comprendre cela,
elles ne pourront pas saisir. Et aussi leur parler en un langage très simple, compréhensible. On ne va pas aller devant des femmes, commencer par dire community management. Non, elles ne comprennent pas utiliser des thèmes trop savants. Voilà, aujourd'hui, presque beaucoup de gens sont là, une page Facebook. Commençons par là. Dites-leur, vous avez une page Facebook, mais vous en faites quoi avec? Votre page Facebook ne suffit pas de prendre un selfie ou bien une image pour poster, aller commenter ou bien rester sur les pages des autres. Non, avec ça, vous pouvez vous faire de l'argent. Commencez par leur expliquer ça. Et vous allez voir, ils seront intéressés. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont compris cela. Et ils recherchent aujourd'hui des personnes. On a rencontré des entreprises qui sont prêtes à recruter 30 à 40 équipes pour pouvoir assurer l'identité visuelle de ces activités de l'entreprise. Donc, il y a vraiment il y a le besoin. C'est une niche d'opportunité pour les femmes. Exactement, pour les femmes. Et je prends juste l'exemple aujourd'hui, on a la loi contre l'utilisation des sachets. Okay? Il faudrait, par exemple, expliquer à la dame, avec une formation en design packaging, par exemple, en design packaging, par exemple, vous pouvez concevoir et réaliser des sacs biodégradables pour des entreprises. Voilà, nous on a eu des femmes qui se sont mises en communauté et qui vont dans des entreprises aujourd'hui. Mais c'est justement ça le problème. Oui. Moi je me demande, Madame Elodie Akotosodé, encore merci de votre présence sur ce plateau. Je me demande si cette mise en commun des femmes est déjà chose réelle déjà dans nos contrées. Il faudrait qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas se développer seul individuellement et que la meilleure façon de pouvoir s'en sortir, c'est encore de se mettre ensemble. Exact. Ça me rappelle cette thématique qui a été retenue cette année pour la Journée internationale de la femme au niveau du ministère de l'économie numérique, c'est-à-dire s'entraider, la mise en commun, une synergie d'action. Est-ce qu'on est déjà prêt à aller à cette étape-là? Hier à aujourd'hui, on a déjà une évolution. Déjà, il faut rendre grâce pour ça. Donc, je crois qu'avec la sensibilisation, parce que déjà, nous, dans nos valeurs, ce on communique à nos femmes, c'est l'entraide. C'est de pouvoir travailler et on veille vraiment à cela parce qu'on ne peut pas évoluer seul, comme vous venez de le dire. Donc, dans notre communauté, on les enseigne cela. Donc, elles sont en train de se mettre ensemble pour faire vraiment de grandes choses. Donc, j'appelle à toutes les femmes de pouvoir faire exactement comme ça parce qu'on ne peut pas évoluer seul. Donc, déjà, il y a déjà sur le terrain des coopératives qui existent, des coopératives paysannes. Voilà. Est-ce que c'est également votre cible? C'est-à-dire des femmes qui s'associent pour travailler ensemble. On peut avoir par exemple des femmes maraîchères, des femmes ménagères, transformatrices. Exactement. On a même eu des demandes la fois dernière des ONG, de femmes qui travaillent ensemble, mais qui veulent en fait renforcer la capacité, la compétence de leur équipe, des femmes là. Ils nous ont fait appel pour un renforcement parce qu'on parle de la révolution numérique. Donc elles veulent vraiment prendre en main, c'est-à-dire les outils pour pouvoir mieux faire avancer leur communauté. Donc, il y a déjà beaucoup de groupements de femmes qui ont compris et qui œuvrent dans ce sens-là. D'accord. Heureuse d'Anandé, merci à vous de nous avoir reçus sur ce plateau. Je crois que nous avons pu démontrer en long et en large qu'il ne faudrait surtout pas que les femmes restent en marge de cette révolution-là au niveau du numérique. Je crois que demain, la thématique qu'on aura à développer a déjà en tout cas, on a commencé par en parler déjà sur ce plateau. On va parler du développement d'applications qui soient mises au niveau de ces femmes-là, d'accord, pour qu'elles puissent comprendre et qu'elles puissent l'utiliser plus facilement, toujours dans l'amélioration de leurs conditions de vie. D'accord, merci. On recevra encore une femme sur ce plateau pour en parler. D'accord. Oui, Mars qui se poursuit sur le grand rendez-vous. Oui, Mars se poursuit sur le grand rendez-vous. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc compris. Autant savoir de ce soir s'achève ici même. On était donc avec Agnat Bello et Elodie Akotosodé, fondatrice Women EdTech, pour parler de femmes et du numérique. Demain, vous aurez encore une autre femme avec Agnat Bello. Elle a annoncé tantôt la thématique. Prenez donc le rendez-vous et ce sera tout pour Autant savoir. Avant de prendre congé de vous, voici, mesdames et messieurs, la météo en rappel.
Et ce sera donc tout pour le grand rendez-vous, le tout premier numéro de cette semaine. Merci déjà à vous pour nous avoir accordé votre attention. Agnat Bello, on se dit à demain. On est ensemble demain. Et oui, on se dit à demain avec le même plaisir. Et voilà, mesdames et messieurs, portez-vous donc très bien à demain pour un autre numéro du grand rendez-vous.